Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler des films d'horreur récents qui n'ont malheureusement pas eu la chance de sortir au cinéma. Donc ce sont des DTV, donc des Direct-to-Video. Donc je vais parler d'abord de The Loved Ones, qui raconte l'histoire de Lola, la fille la plus timide du lycée, qui propose à Brent de l'accompagner au bal de fin d'année, mais celui-ci refuse, et donc Lola, qui n'aime pas qu'on lui refuse quoi que ce soit, pète un câble et décide de kidnapper le jeune homme pour lui infliger les pires tortures. Et donc pourquoi est-ce que le film méritait tout simplement une sortie au cinéma selon moi? Eh bien parce que l'histoire est vraiment bien écrite, très bien construite, on nous délivre des éléments comme ça, qu'on n'arrive pas forcément tout de suite à identifier. Mais à la fin, justement, tout est révélé parce que tous ces petits éléments qu'on nous a donnés, c'était des indices pour pouvoir rassembler les pièces du puzzle. C'est des petits indices comme ça qu'on avait et puis qu'on se demandait mais pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là dans ce film-là, enfin, c'est quoi leur utilité? Ce qui donne lieu donc à de bonnes révélations. J'ai beaucoup aimé comment l'histoire était structurée. Les acteurs délivrent tout simplement de magnifiques performances. L'actrice qui interprète Lola est vraiment la plus grosse révélation du film. Elle retranscrit très bien la folie qui s'empare d'elle et aussi ce côté peste, cet enfant pourri gâté qui veut tout pour elle. Visuellement c'est magnifique, c'est splendide, c'est sublime, c'est vraiment bien géré, il y a vraiment ce côté cinégénique dans ce film. C'est au niveau des cadrages, du rythme, des plans, il y a ce côté un peu qu'on retrouve chez It Follows. Donc It Follows, même s'il est sorti après The Loved Ones, pour vous faire une petite idée, voilà, il y a quand même ce style rythmique un peu, ces plans généraux qui présentent vraiment tout l'endroit de la scène avec le personnage qu'on voit au loin. Voilà, il y a ce jeu d'observation, j'ai beaucoup aimé. Ces plans qui donnent une vue globale de la scène. Je ne pense pas que le film aurait eu un succès sauvage comme ce fut le cas pour les Paranormal Activity, mais en tout cas je pense qu'il aurait été très bien accueilli. Ensuite j'ai parlé d'un film d'horreur que j'ai attendu pendant plus de 3 ans, et c'est The Green Inferno, réalisé par Eli Roth, le réalisateur de Premier Hostel, de Cabin Fever 1 et de Knock Knock. Donc ça parle de Justine, une jeune étudiante qui va rejoindre un groupe d'activistes new-yorkais en Amazonie, donc plus précisément au Pérou, afin de lutter contre la déforestation. Donc leur mission est un franc succès, mais sur le chemin du retour, leur petit avion se crache dans la jungle et vont atterrir sur le territoire de la tribu qu'ils tentaient de protéger contre la déforestation, qui est en réalité cannibale. Donc ce film méritait vraiment de sortir au cinéma. Bon, il est sorti en e-cinéma, mais pour moi ça compte pas. Donc il devait sortir sur grand écran tout simplement parce que c'est un film adapté pour le grand écran. C'est sorti au cinéma aux USA, en Angleterre, en Italie, mais pas ici. C'est un projet qui a été conçu pour le grand écran, et là c'est vachement dommage qu'en France il soit pas sorti, mais bon c'est pas grave. D'autant plus que le film dépoussière le film de cannibale italien, qui a connu son heure de gloire durant les années 70 et 80, donc le film de cannibale. Attention, là je parle pas de mutant cannibale comme on a pu voir dans La Colline des Yeux ou des Tours Mortels, là c'est vraiment le vrai film de cannibale, donc ces tribus indiennes qui bouffent les Américains et autres étrangers de race blanche. Ces types de films, y compris The Green Inferno, qui ont été réalisés dans une vraie jungle et non dans un studio, donc voilà, il y a eu tous ces risques de la part des créateurs de ces films-là. Comme ses prédécesseurs, The Green Inferno a toujours des choses à dire. On nous fait passer plusieurs messages sociaux, politiques, etc. C'est ce genre de film d'horreur intelligent que le public doit voir au cinéma. On revient à l'horreur pure, donc le gore. Alors même si le film était un peu décevant à ce niveau-là, alors oui, c'est gore, mais contrairement au marketing qui annonçait un film vraiment choquant, là on est quand même tombé de haut. Mais c'est un film quand même qui s'en sort beaucoup mieux que la plupart des films d'horreur actuels. Là, depuis plusieurs années, on a le droit qu'à un tsunami de films sur le surnaturel, et voir un film comme The Green Inferno au cinéma, ça aurait changé la donne, et ça aurait fait vachement du bien. Même s'il faut attendre 38 minutes avant que l'action arrive, la suite ne déçoit pas parce que le rythme est vachement bien ficelé, même si j'aurais voulu que la partie horreur, donc chez les cannibales, soit un peu plus développée. Je cache pas que 20 minutes de plus n'aurait pas été de refus. Contrairement aux anciens films de cannibales, The Green Inferno se montre un peu moins choquant, enfin moins choquant,
Mais ça reste quand même un film gore, assez gore dans la moyenne. On a des effets gore quand même faits à l'ancienne, donc il n'y a pas de numérique. Alors oui, The Greenferno est imparfait, on a quand même des petits faux raccords, des petits problèmes de mise au point, mais c'est un survival horror qui aurait dû sortir au cinéma. Ça change des films sur son naturel, de possession, de fantômes, de zombies, de psychopathes, ça aurait vraiment fait du bien. Donc voilà, c'est un film d'horreur vraiment fun, avec un peu de second degré, je vous le conseille. Après, il faut supporter les 38 premières minutes voilà, où il y a beaucoup de blabla. Mais étant donné que moi je l'ai attendu pendant 3 ans, je me suis intéressé à toutes les scènes, donc moi j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyé. En tout cas, je vous le conseille. Troisième film qui aurait dû sortir au cinéma, et là je trouve ça super étonnant pour le coup, puisque le thème sur son naturel, c'est quelque chose qui est très apprécié par les fans français. Et donc c'est Le 439 qui raconte l'histoire d'une jeune assistante sociale, Emily, qui finit par adopter Lilith, petite fille au passé visiblement très cruel. Et malheureusement pour Emily, la petite fille montre son vrai visage. J'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce que le film n'est pas sorti en France au cinéma, d'autant plus qu'il se montre beaucoup plus convaincant que la plupart des films sur le surnaturel qui sont sortis chez nous en salle. Surtout qu'aux USA, le film a eu d'excellents retours. Le récit est très bien écrit, le visuel est vraiment très soigné. Le film se montre vraiment captivant, on a quand même des scènes chocs, même si la fin manque un peu de piquant, parce qu'on aurait voulu un petit rebondissement final, histoire de bien conclure cette magnifique œuvre. D'autant plus que l'actrice principale, Renée Zellweger, dans le rôle de l'assistante sociale, est tout simplement convaincante, et puis il faut dire qu'elle a le physique passe-partout quand même, je trouve qu'elle peut faire n'importe quel rôle. On a aussi Jodelle Ferland, la petite fille de Silent Hill, de The Secret, également époustouflante dans son rôle de sale gamine possédée. Quatrième film, The Reef, donc inspiré d'une histoire vraie, ça parle de 5 jeunes vacanciers qui font naufrage en plein milieu de l'océan et qui se retrouvent sur leur petit bateau mais qui a été retourné à cause de l'accident. Donc 4 d'entre eux vont prendre le risque de traverser l'océan à la nage, sans support, sans rien, pour regagner la fameuse île aux tortues. Mais le 5e personnage décide de rester sur le bateau, persuadé que c'est du suicide, cette idée-là. Sauf que celui-ci semble se glisser progressivement vers le grand large, donc les requins. Mais malheureusement pour les 4 autres aussi, il y a quand même un de ces requins qui les suit. Il n'y a pas de doute, c'est mon film de requin préféré avec Peur Bleue, qui était un divertissement... voilà, un pur divertissement. Mais celui-là, The Reef, c'est vraiment le film de requin le plus angoissant que j'ai vu. Déjà, le jeu des acteurs, on y croit vraiment. Le requin, alors il n'est pas du tout ridiculisé, il est montré à l'écran comme il fallait, c'était parfait. On ne le montre pas trop, parce que trop le montrer, ce serait rendre ses apparitions banales, ça perdrait en efficacité, il ne surprendrait plus vraiment. Et ne pas le montrer du tout, ça frustrerait carrément. Donc voilà, oubliez Open Water, qui pour moi était, qui était pas terrible du tout, qui aurait dû être un court métrage et non un long. Voilà. Là, voilà, on a vraiment un excellent film de survie. C'est le genre de film qui fait flipper, surtout pour ceux qui ont peur de l'océan. Là, pour le coup, je trouve que c'est une des pires situations que j'ai vues dans un film d'horreur. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Pour le coup, c'est un film très réaliste. Il n'y a pas d'effet numérique dégueulasse. Non, là, on a vraiment un vrai requin. Ensuite, on a Alone. Donc, ça parle de 2 sœurs siamoises, Pim et Ploy, qui doivent malheureusement se séparer. Seule Pim survit à l'opération. Et 10 ans plus tard, elle retourne dans son pays natal, mais à peine arrivée dans la demeure familiale, une présence inquiétante la suit. Donc déjà, le sujet est trop rare au cinéma, tout simplement. Donc déjà, ça en fait un film original. Et pour un film de fantôme, franchement, le film réussit vraiment à faire peur. On a de bonnes situations, les scènes d'attaque sont vraiment bien orchestrées. Il n'y a pas trop de jump scares, voilà, on sursaute pas trop, le film n'en abuse pas. C'est raisonnable. Les maquillages sont tout simplement magnifiques. Les effets spéciaux, voilà, parce qu'on a quand même quelques petites scènes sanglantes, sont vraiment bien foutus. Le long métrage se montre également très émouvant. Et puis on a aussi ce fameux rebondissement final que je n'avais pas du tout vu venir. Et le film justement se montre encore plus touchant. Voilà, donc on a droit à des films de fantômes au résultat vraiment banal. Alors que là, Alone aurait pu vraiment donner du piment aux sorties cinéma. Autre film d'horreur thaïlandais, Shutter, dont le remake est sorti chez nous, au cinéma.
en 2008, donc intitulé Spirits. Ça parle d'un jeune couple qui renverse accidentellement une inconnue en pleine nuit. Donc le couple décide tout simplement d'appeler les secours, mais le cadavre de la jeune femme n'est pas retrouvé. Plus tard, son esprit semble se manifester dans le quotidien du couple, notamment parmi les photos que le jeune homme prend. Donc il semble y avoir des indices, et donc le couple va devoir résoudre ce mystère. On a là une ghost story vraiment prenante, une histoire très très bien construite, avec plusieurs petites révélations qui pimentent justement le résultat. Donc là franchement on a un super scénario, j'ai vraiment bien accroché. Voilà. Et comme Alone, voilà, autre film d'horreur thaïlandais, on a là un vrai film sur le surnaturel, et malheureusement tout ça c'est tout le temps sous-exploité chez nous. Il y a un moment donné il faut arrêter d'américaniser le tout, de nous balancer des énièmes histoires sur le surnaturel avec des petites blondes comme ça qui sont poursuivies par des spectres, à la trame narrative vraiment usée vraiment un max. C'est sûr le public français est habitué aux histoires américaines, mais au bout d'un moment, il faudra peut-être faire l'effort de changer la chose. Après, si vous avez peur que Alone et Shutter soient deux films d'épouvante asiatique sur son naturel au rythme lent, n'ayez pas peur, c'est pas comme les anciens Ring, les versions japonaises, ou Darkwater, ou les anciens The Grudge, Yuan. Là, pour le coup, le rythme est quand même assez dynamique, c'est bien géré. C'est égal. Parce que je sais qu'on fait souvent le reproche aux films d'horreur asiatique d'être trop calme, d'être trop mou. Mais non, là pour le coup, Shutter et Alone proposent un rythme bien troussé. Ensuite, The Strangers, dont la suite va sortir chez nous en France au cinéma le 18 avril, ce qui est assez étrange. Donc The Strangers 1, donc ça parle d'un couple qui revient dans sa maison de vacances et qui malheureusement durant la nuit vont être persécutés par des individus masqués. Alors oui, l'histoire est très simple, mais le résultat est terriblement efficace. C'est inspiré d'une histoire vraie, et là, waouh, là je dois dire que j'ai eu peur, pour le coup. Ça m'a fait rappeler le film Il, film d'épouvante français, d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie. Donc là pour le coup j'ai eu la chair de poule, j'ai eu la frousse. Le mystère est gardé tout au long du film, on ne saura jamais ce qu'ont réellement voulu ces inconnus. Donc le film m'a fait peur, je l'ai trouvé très tendu, voilà, j'étais crispé quand même, j'ai vraiment stressé pour les personnages, sachant que pour le couple, sachant que je le trouve très attachant. Voilà, donc parfois on n'a pas besoin d'un scénario hyper complexe pour proposer quelque chose de génial, de flippant. Et surtout pas besoin de fantômes. Hein. Et c'est pas pour rien que ce film a fait parler de lui lors de sa sortie en vidéo, notamment en France. Donc j'espère que, voilà, la France, j'espère que t'as eu les boules de pas l'avoir fait sortir au cinéma. Et c'est sans doute pour ça qu'ils vont faire sortir le 2 justement au cinéma, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu du fric. Ensuite je passe à Dream Home, alors sacré film d'horreur celui-là. Donc ça parle de Cheng qui gère deux boulots, qui bosse comme une folle pour obtenir l'appartement de ses rêves. Et donc pour faire baisser la cote, donc les demandes pour ce fameux appart, elle va jusqu'à tuer ces gens justement qui veulent l'appart. Alors c'est sûr, ça peut paraître tiré par les cheveux, enfin c'est tiré par les cheveux, mais sinon le film propose une bonne critique économique du pays, de la Chine. Donc c'est un film d'horreur qui a des choses à raconter, mais si le film a fait parler de lui, s'il a fait sensation, c'est notamment grâce à ses meurtres. Des meurtres sauvages, incroyablement réalistes, et je pense au meurtre de la femme enceinte, je n'en dis pas plus. En tout cas, le film est parfois dur à regarder. Je dis pas non plus que c'est le film le plus choquant jamais réalisé, mais c'est un film d'horreur assez dur. C'est vraiment jouissif, donc qui s'inscrit dans la veine des œuvres de Dario Argento, donc le réalisateur de Suspiria, Les Frissons de l'Angoisse. Et justement, je parle de Dario Argento. Eh bien apparemment, lors de la projection de Dream Home au festival de Gérardmer, eh bien Argento aurait détesté le film. Les rumeurs disent qu'il serait jaloux du résultat, parce que c'est vrai, Dream Home est un excellent film de tueur en série, voilà, qui se rapproche parfaitement voilà, des films d'Argento dans ce registre-là, mais en plus corsé, en plus costaud. Ensuite, on a The Incident, alors un de mes gros coups de cœur celui-là. Donc ça parle de trois jeunes cuistots qui travaillent dans un asile psychiatrique, mais une nuit, le système de sécurité tombe en panne,
Et donc nos 3 personnages vont se retrouver avec les patients de l'établissement. Déjà je dois dire que c'est un huis clos vachement angoissant. Franchement j'étais tendu durant tout le film. Et puis la fin aussi qui va jusqu'au bout de son concept sur la folie. Dès que les fameux fous n'étaient pas loin, je commençais à avoir très peur pour les personnages, les gentils. Parce que là je savais qu'ils allaient souffrir. Ils sont pas... Les acteurs qui interprètent les patients, ils en font pas des caisses en fait. Ils sont pas hyper expressifs. Enfin oui, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais dans l'ensemble, ils sont calmes et justement, ça fait encore plus peur. Il y a ce côté plus sombre, plus sinistre. D'autant plus que parmi ces tarés, il y a Richard Brake, qu'on a vu un peu plus tard dans 31, le retour de Rob Zombie. Visuellement, c'est aussi impeccable. C'est très cinégénique tout ça. Tout était soigné. Ensuite, I Spit on Your Grave, donc le remake. Je n'ai pas vu l'original, mais en tout cas, celui-ci, il faut le voir, il est très trash. Donc c'est tout simplement une jeune romancière qui se fait violer par un groupe de salopards. On tient là un vrai film de vengeance, de torture, de gore. Voilà, c'est vraiment de l'horreur pure. Donc pour le coup, ça ne rigole pas. C'est du premier degré, j'étais vraiment à fond dedans. Même si la première partie peut paraître un tout petit peu lente, mais non, le résultat, voilà, ça fonctionne du tonnerre. C'est comme Dream Home, peut-être parce que voilà, ces 2 films-là sont peut-être un peu trop brutaux, trop trash pour que ce soit adapté au cinéma, mais bon, voilà, on a quand même eu, on a eu Saw 3, on a eu La Colline des Yeux, le remake, qui était quand même, waouh, qui était quand même bien corsé. On a eu À l'intérieur aussi, film d'horreur français très gore, ou Martyr de Pascal Laugier, voilà. Dream Home et I Spit on Your Grave, voilà, avait quand même le droit d'être projeté sur grand écran. Et puis qu'est-ce que ça fait du bien là quand elle s'en prend justement à ses bourreaux, quand elle leur inflige les tortures. Elle les tue pas tout de suite, justement, ils souffrent bien et ça c'est super jouissif. Et non, le film franchement il fait ses devoirs. C'est impeccable. Ensuite vient Ne t'endors pas, donc dans ce titre d'origine c'est intitulé Before I Wake. Donc ça parle d'un jeune couple qui adopte un petit garçon, mais à chaque fois que celui-ci fait des cauchemars ou des rêves, et ceux-ci prennent vie. Déjà j'aime beaucoup l'histoire, j'ai plongé dès le début. Ce n'est pas qu'un film d'horreur. C'est voilà, c'est bon. Après, bon là, c'est plus un film d'épouvante parce que là, c'est pas de l'horreur pure, mais voilà, c'est un film d'épouvante. Mais c'est aussi un film dramatique. Voilà, c'est du fantastique aussi. Donc voilà, vous verrez que visuellement, c'est pas forcément le film crasseux, poisseux, super effrayant. Voilà, ça reste un beau film. Voilà, il y a de beaux effets visuels, notamment voilà avec les papillons et les créatures aussi, qui sont très mystérieuses. Tout ça c'est très émouvant, c'est très touchant. Le scénario est très bien écrit d'ailleurs. Donc voilà, il y aura un petit spoiler. Donc l'image sera toute rouge et puis dès que elle ne sera plus, vous pourrez de nouveau mettre le son. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que le personnage du père meurt et que justement ce soit la mère qui se retrouve seule avec le gosse qu'ils ont adopté, parce qu'en fait le personnage de la mère est toujours accroché à son vrai fils qui est décédé, et donc en gros elle a adopté le petit gars pour remplacer son fils, alors que non, son mari lui fait comprendre que ce n'est pas du tout la chose à faire. Donc au début le personnage de la mère et du fils ne sont pas proches du tout. Mais justement, le fait que le personnage du père meure, je trouve que c'était une très bonne idée pour que voilà, les liens se resserrent entre la mère et le fils adoptif. Et c'est là que le film est très intéressant. Il y a juste l'actrice qui interprète la mère que j'ai trouvé un peu molle, mais sinon le film est voilà, j'ai énormément accroché. Je suis même sûr qu'il aurait fait un gros succès en salle. Le film a fait sensation, tout le monde en a parlé, donc qu'est-ce que ça aurait été s'il était sorti au cinéma? Ensuite vient l'excellentissime Triangle. Donc ça part d'un groupe d'amis qui partent explorer le triangle des Bermudes. Mais après une tempête, leur bateau il est complètement défoncé. Et ils trouvent refuge sur un gigantesque bateau, mais qui semble abandonné et habité par un psychopathe. Mais pourtant, le groupe d'amis a une étrange sensation de déjà-vu, et le temps s'est arrêté. Donc voilà, je peux pas trop en dire plus parce que là je ne ferai que spoiler sinon. Voilà, le film, on est dedans, on n'en sort plus, on ne décroche pas une seule seconde. C'est un vrai cauchemar, c'est aussi très émouvant. Voilà, on parle aussi de la folie maternelle. Voilà, tout ça c'est merveilleusement écrit.
On a des scènes impressionnantes, mais comment un tel film a pu passer comme ça à côté de la case cinéma? J'en reviens pas du tout. Alors qu'il y a des navets là, des, des, des sales films là qui ont droit à une sortie cinéma et qui en plus font des bides, clairement. Film suivant, Heartless. Donc ça parle d'un jeune homme complexé et solitaire qui a une tache de naissance en forme de cœur sur le visage. Il conclut un pacte avec le diable pour faire disparaître cette tache, mais il va devoir en assumer les conséquences et lutter contre les démons qui envahissent la ville. Là, les cinémas français, ils ont raté un succès. Je suis pas content. Non, je suis pas content. Euh, là, pour le coup, c'est la beauté, c'est les émotions de l'univers de Guillermo del Toro, combiné avec l'univers très glauque et addictif de Clive Barker. C'est un film d'horreur auquel on s'agrippe fortement. Les acteurs sont géniaux et de toute façon le film a reçu plusieurs prix. Donc meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur film. Mais qu'est-ce qu'ils sont branlés pour pas le faire sortir chez nous? Le film contient aussi des scènes assez flippantes, bien sanglantes, assez dégueu, bien brutales. Tout est bien construit, franchement on s'ennuie pas du tout. Après voilà, j'avoue que j'ai pleuré à la fin. Oh là là, quel enfoiré. C'est un beau film. Ensuite, je vais parler du dernier volet de la saga Massacre à la tronçonneuse, intitulé Leatherface, qui se base sur la jeunesse de Leatherface. Je trouve ça carrément injuste parce qu'il n'a pas du tout eu droit à sa sortie en salle, contrairement au précédent volet Texas Chainsaw 3D. Alors oui, Leatherface, c'est un film qui a ses petites erreurs, c'est pas un film d'horreur parfait, mais il avait largement la tenue pour les grands écrans. Voilà, c'est un road movie plutôt réussi. Alors certes, il n'y a pas la psychologie de Leatherface de développer tout au long du film. Voilà, il y a quelques maladresses et puis il y a eu des petits problèmes de production, etc. Mais c'est un film d'horreur qui avait quand même sa chance sur grand écran. Voilà, on pense parfois aussi à The Devil's Reject, un autre road movie. Voilà, c'est un film sauvage, ça reste, voilà, c'est un bon divertissement horrifique. Surtout que Massacre à la tronçonneuse, ça parle beaucoup aux Français. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti? En France, quand on entend Massacre à la tronçonneuse, on est super content, on fonce pour aller voir. C'est pas parce que Texas Chainsaw 3D a fait un bid qu'il fallait aussi priver Leatherface de sa petite sortie ciné chez nous. D'autant plus que les deux réalisateurs, c'est des Français qui ont fait À l'intérieur, Aux Jeux des Vivants, Livide. Alors voilà, on leur rend pas du tout... on fait vraiment pas honneur à leur image en privant Leatherface d'une sortie cinéma. Malgré des erreurs, malgré voilà, des petites scènes un peu trop faciles qui rend le film un petit peu bête parfois à cause des victimes naïves qui suivent des personnages mystérieux alors qu'à leur place on les suivrait même pas au milieu d'un lieu complètement isolé de la civilisation. Voilà, parce que voilà, quand on a une jeune femme qui suit bêtement un gosse trop bizarre, trop glauque, un peu couvert de sang dans une campagne sinistre, c'est sûr que voilà, parfois les gens ils vont se moquer des films d'horreur en disant ah mais les victimes elles sont toutes naïves, les films d'horreur c'est bête. Donc voilà, ça rend pas service au cinéma d'horreur, comme j'ai pu en discuter avec un de mes abonnés, donc merci d'avoir échangé ça avec moi. C'est le dernier film d'ailleurs que j'ai critiqué justement sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la critique. Ensuite j'ai passé à des mini-sagas, donc Dead Snow 1 et 2. Donc déjà si vous avez énormément aimé, si vous avez grave accroché à Shaun of the Dead et Zombieland, Dead Snow 1 et 2 sont faits pour vous. Tout simplement. Ce sont vraiment des délires voilà, fun, décomplexés, hyper sanglants. C'est bien gore. On a besoin de ça pour s'amuser et visuellement voilà c'est pas voilà on se contente pas que de nous balancer du gore et tout à gogo, mais le visuel est quand même soigné, les cadrages, les plans tout simplement, voilà c'est très cinégénique comme voilà pour tous les autres films que j'ai cités avant, donc je comprends pas pourquoi c'est pas sorti au cinéma. Ça aurait fait un bon petit succès. C'est sûr, le succès n'aura pas été phénoménal comme les Saw ou les Paranormal Activity, mais il y avait de quoi divertir voilà, la population française. Ces zombies nazis qui sortent de la neige pour dévorer, attaquer tout ce qui bouge, voilà, c'était vachement divertissant. Mais le film n'est pas non plus grotesque. C'est comme de la comédie assumée. Voilà, c'est surréaliste certes, mais c'est vraiment bien, tout est bien dosé, et même le rythme on s'ennuie pas. C'est dommage, j'ai hâte de voir Dead Snow 3. Ensuite, si vous aimez les fan footage, donc les films de caméra à retrouver, je vous conseille VHS 1 et 2. Voilà, deux films d'horreur qui auraient dû sortir au cinéma, pareil. Pareil, le succès n'aurait pas été bruyant, mais ça méritait quoi, parce qu'on a quand même des films de caméra
voilà, d'une banalité affligeante. Par exemple, on a Devil Inside, d'autres maladroits comme Catacombe, Pyramide, quelque part Paranormal Activity aussi, et VHS 1 et 2, donc en fait ce sont les deux films, exactement ils ont le même principe, donc on nous donne en fait plusieurs petites histoires filmées à la première personne. Voilà, donc on a le premier qui m'a marqué avec la femme qui se transforme en créature avec des ailes. M'a foutu la trouille. Et le 2 aussi, bon bah le 2 pour moi c'est il surpasse le 1. On a les attaques avec les extraterrestres, ou encore l'histoire avec le gars qui a une caméra dans son œil qui est assez flippante. Aussi l'histoire de la secte en Indonésie qui est trash et vraiment efficace. Ou encore cette caméra accrochée au casque d'un cycliste qui devient zombie, donc voilà, on assiste à son évolution. Enfin, voilà, c'est des vrais films de caméra retrouvée. Ça, ce sont des vrais films de genre. Et donc, pour terminer, et on en a bien besoin en ce moment parce que c'est Gold Prey 1 et 2. Voilà, deux slashers. Donc en fait, le 1, donc ça parle de 5 jeunes skieurs qui vont dans les montagnes norvégiennes. Et l'un d'eux se casse la jambe et puis il trouve refuge dans un hôtel abandonné. Et donc là-dedans, il vit un psychopathe. Et puis le 2, ensuite, ça se prolonge. On retrouve la survivante du premier qui est admise à l'hôpital. Et puis le tueur avec également. Et puis les cadavres des amis de l'héroïne. Mais le tueur reprend conscience et puis sème la terreur dans l'hôpital. Alors vous me direz, oui c'est simple, ça paraît simple. Mais c'est un slasher vraiment très 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 soigné. Je trouve que les slashers comme ces deux films, on a besoin d'en retrouver au cinéma parce qu'on a le slasher ça a connu son heure de gloire dans les années 90, début 2000 avec les Scream, souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Halloween aussi. Donc je trouve qu'aujourd'hui si on avait encore un slasher simple comme ça mais efficace et fun, on serait aux anges. Donc aujourd'hui on aura vraiment remarqué que les Thaïlandais et les Norvégiens, donc les Norvégiens pour Dead Snow et puis Gold Prey, pouvaient également nous produire d'excellentes pépites horrifiques. Donc j'en ai fait ce petit top 20. Si vous avez d'autres films d'horreur à mentionner, des films d'horreur qui ne sont pas sortis au cinéma, vous êtes les bienvenus, commentez en bas de la page. Si ça vous intéresse, j'ai également une page Instagram, donc Twayer House, donc Dominique Twayer mon nom. Je présente mes petits effets spéciaux à moi, mes petits effets gore sans numérique, faits à l'ancienne, sur cette page. Je parle également des films d'horreur que j'ai vus, etc. Donc voilà. Et puis j'ai aussi une autre chaîne YouTube que je dirige avec une amie. Ça s'appelle Elodomi, donc vous aurez le lien en bas de la vidéo. Donc avec mon ami on relève des défis comme manger du pâté pour chat ou alors découvrir des choses provenant d'autres cultures. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est Elodomi, vous êtes les bienvenus. Et puis sur la chaîne Twayer House, je réalise des courts-métrages d'horreur avec mes amis, sur les effets spéciaux gore à l'ancienne, des légendes urbaines que j'ai inventées, sur des faits divers actuels. Je fais également donc des critiques de films et puis aussi des trailers réactions. J'ai également présenté ma collection de films d'horreur en DVD et Blu-ray et aussi pour les séries TV. Et donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine, salut!